l'actualité. Sybelle Olivier, c'est en cours actuellement. On la regarde. J'ai pu écouter un petit moment là, en arrivant tout à l'heure. C'est Geneviève Guilbeault là, qui est devant le commissaire Galland. Elle n'est pas tendre avec certaines personnes là, dans cette affaire-là. Ben oui, puis je vais commencer à vous résumer là, ce qu'on sait à l'instant. Tu sais, ce qu'on nous présente à l'instant à la télévision. C'est LCN qui diffuse ça en direct. Donc, je vais vous lire les trois grandes lignes de ce qui ressort à présent. Un geste imprudent de la part de Denis Marcellet. Pas de discussion sur le budget en 2022 et les dépassements de coûts ont été appris dans le rapport de la VG. Je vais juste vous résumer là ce qui a été dit dans les dernières heures. Alors bon, on apprend que premièrement par rapport au raté de SACLIC en tant que tel, les tests finaux n'avaient pas été terminés avant le lancement de la plateforme en février 2023. C'est ça qui a mené au chaos. On l'a rappelé. Pourtant, un document en novembre 2023 avait signalé le retard à la ministre. Elle, je suis pas au courant. Après ça, on parle de la relation des PDG à la SAAQ. Dès son arrivée au ministère en octobre 2022, Geneviève Guilbeault a rencontré le PDG de l'époque, Denis Marcellet, qui lui a présenté SACLIC comme un projet vraiment emballant. Toutefois, ce qu'elle a dit aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas le souvenir d'avoir eu des discussions budgétaire par rapport à SACLIC lors de sa première rencontre en 2022. Elle a dit c'était juste un beau projet emballant. Et là, après la crise, elle a décidé de remplacer Marcellet par Éric Ducham en 2023, puis elle l'a congédié en 2025. Bref, ce qu'on retient de cette partie-là par rapport au PDG, c'est que j'ai pas eu de discussion en matière de budget à mon arrivée en poste. Après ça, on l'a questionné sur la transition avec François Bonnardel, qui était en place comme ministre des Transports avant elle. Ensuite, c'est elle qui est arrivée. Elle a dit qu'au moment où les deux se sont fait l'échange, mais il n'y a eu aucune vraie discussion sur le projet CASA, sur SACLIC en général. Lors de la passation des pouvoirs, ils se sont plutôt parlé du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Bon. Après ça, sur la question du dépassement des coûts, c'est là que c'est intéressant. Geneviève Guilbeault dit qu'elle a appris les dépassements des coûts seulement en février 2025, au moment du dépôt du rapport de la vérificatrice générale. Pourtant, sa chef de cabinet et son conseiller ont affirmé, eux aussi ont affirmé qu'ils n'ont pas été mis au courant des dépassements de coûts. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'il y a quand même des documents dès juin 2023 qui ont dévoilé des informations sur des avenants contractuels qui impliquaient des coûts supplémentaires qui seraient arrivés sur leur dossier, sur le bureau de Geneviève Guilbeault, sa chef de cabinet et son conseiller. Donc, il y aurait des documents qui démontrent qu'il y avait des dépassements de coûts bel et bien. Puis on comprend pas pourquoi elle n'a pas été mise au courant. Donc ça, c'est les grandes lignes de ce qu'on a appris aujourd'hui. Ça va continuer de rouler. Donc je vais vous revenir avec des informations supplémentaires un peu plus tard. C'est quand même fou qu'elle ait traité Denis Marcellet de gars de chaloupe. Elle l'a pas vraiment traité. Non, mais c'est positif ce qu'elle a dit. Ça, c'est vrai. non, mais je vais vous le dire, là, c'est parce qu'elle a dit. Parce que hier, on a eu l'autre expression, le fling-flang. Le fling-flang. Ouais, là, c'est gars de chaloupe. Je vous avoue que je suis un gars de kayak ou un gars de chaloupe, Francis? Ah, c'est-tu les deux seules possibilités? Ben non, tu peux être un gars de Zodiac aussi. Tu peux être un gars de canot. Renseignez-moi, chers amis. Je ne suis. Ouais, je suis un gars de bateau à voile. Non, mais c'était plus en mode, c'est un gars, tu sais, il veut que les affaires se passent bien, il est cool, il est le fun. Tu sais, c'était pas péjoratif la manière qu'elle a dit. C'est comme ça, un gars de chaloupe? Ben, c'est comme ça qu'il se décrivait lui-même, à ce qui paraît. Donc, d'accord. Voilà. On s'entend bien avec lui, on peut pêcher, prendre une petite bière. On salue les gens de chaloupe qui sont à l'écoute. Sinon, on change tout à fait de palier déjà. Je vois ça plutôt d'un bon œil, moi, personnellement, mais dis-moi si tu partages là, cet enthousiasme. Le premier ministre Mark Carney tente d'apaiser les tensions commerciales, avec Washington. Ouais, puis pour faire ça, il a dit que dès le 1er septembre, Ottawa a décidé qu'elle allait abolir les droits de douane imposés sur une série de produits américains. Ce que ça veut dire, c'est qu'Ottawa abolit ses propres droits de douane sur certains produits américains, mais seulement ceux qui respectaient l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Donc, on parle de vêtements, d'électroménager, d'alcool, de cosmétiques qui étaient surtaxés depuis mars. Alors là, on revient à ce que c'était avant et ils vont être moins chers à importer du côté canadien. Là, ce qui reste en place au niveau des tarifs, c'est l'acier et l'aluminium américain. Ottawa maintient quand même les tarifs de 25% à l'entrée du Canada. Trump, de son côté, lui, continue de taxer l'acier et l'aluminium canadien à 50%. Et les États-Unis aussi imposent des droits de 35% sur des biens canadiens qui sont pas dans l'accord du tout. Donc, tout ça, ce que ça veut dire finalement, c'est que Carney dit le Canada doit rester un pays qui en fait, le Canada est quand même un pays qui est très
peu, disons, pénalisés par la guerre commerciale. C'est ce qu'il dit. Il dit que nos droits de douane moyens sont de 5,6 %, contrairement au reste du monde où c'est plutôt 16 %. Alors lui, ce qu'il dit, c'est en enlevant ces nouveaux tarifs-là aujourd'hui, puis en revenant à ce que c'était avant, là, d'enlever justement cette imposition-là de taxes, nous, ce qu'on veut, c'est préparer le marché canadien au nouvel accord accord Canada-États-Unis-Mexique qui est prévu en 2026. Donc, c'est pas vraiment mon opinion, je t'ai donné, mais du moins, ce qu'on sait, c'est qu'on veut apaiser les tensions à ce niveau-là. Sinon, Fred Bastien, la fameuse question des devoirs à l'école, on a d'ailleurs un invité qui va nous en parler en long et en large plus tard à l'émission. Mais j'ose toujours, je t'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Dans le fond, je ressens un peu là, l'article de Dominique Scali dans le Journal de Montréal là, qui fait un dossier assez intéressant là-dessus. On parle entre autres de certains parents qui ont lâché prise carrément, là, qui sont dépassés par les devoirs et ont juste décidé d'abandonner un peu le combat parce que les profs leur disent c'est un petit 30 minutes, mais ça peut prendre 1 heure et demie. C'est ce que Karine Miron nous dit, qu'elle est un peu à bout de ça. Alors qu'il y a d'autres écoles qui ont carrément décidé de se débarrasser là, des devoirs au primaire, qui l'ont fait depuis 2 ans, 11 ans, 14 ans et ils ne reviennent pas en arrière. Bon, certaines écoles, parfois, vont dire, OK, un petit 20 minutes maximum, ou d'autres vont dire, OK, à partir du primaire, 5e, 6e année, on va commencer un peu juste pour préparer le jeune au secondaire. Mais mon Dieu, que moi, au primaire, j'aurais aimé ça avoir congé de devoirs. Je suis content qu'on en parle davantage tantôt parce que c'est un sujet très intéressant à l'aube de la rentrée. Là. Ben oui, puis effectivement, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Moi aussi, j'aurais aimé ça avoir congé de devoirs. En même temps, je trouve ça intéressant, leur approche, c'est de dire, tu sais, quand t'es hors de l'école, ben tu joues, tu fais ta vie d'enfant, là, tu sais, effectivement. Puis c'est l'école qui est le moment d'apprentissage. Là. Mais en même temps, avec les devoirs, c'est là qu'on connaît nos lacunes aussi après. Est-ce qu'on a été capable d'absorber ce qu'on nous enseignait en classe rendu au soir? Moi, je peux vous garantir que dans la classe, j'ai peut-être l'air d'écouter en mathématiques, mais rendu chez nous, quand je faisais mes devoirs, j'étais pas bonne en mathématiques. Ça me permettait de ce que je crois comprendre, puis on va en parler plus tard, là, mais c'est que tu fais les devoirs, mais en classe. Donc, puis je veux dire, je comprends qu'il y a des parents qui prennent ça très au sérieux, d'autres probablement beaucoup moins. Mais quoi de mieux qu'un professeur, tu sais, pour que tu fais ton devoir en silence, là, tu fais ton exercice de mathématiques. Mais est-ce que c'est pas les parents, encore une fois, qui ramènent ça à eux, finalement? Moi, c'est un peu ça que j'entends. Mais c'est surtout que... nous, on est tellement débordés qu'on veut plus s'occuper de nos enfants qui font les devoirs plus que penser aux bienfaits pour l'enfant. Je sais pas. Vite de même, je me positionne comme ça. Ça sonne comme ça à mes oreilles. Ça n'a pas l'air facile d'être un parent en 2025. Est-ce que j'ai le temps pour quelques commentaires, Francis? Rapidement, vas-y. Mais c'est juste pour te dire qu'il y a plein d'éloges là, suite à ton début d'émission. Des gens qui ont particulièrement apprécié notre équipe. Là, l'équipe revient souvent cet été, c'est merveilleux. Et sinon, Stéphane qui dit que j'ai une voix de DJ des années 80. Alors, je le prends, Stéphane. Mesdames et messieurs, c'était Francis Gosselin à Cube. Merci. Puis on salue Stéphane de Saint-Jean, retraité, qui dit que il nous écoutait toute la journée et la voix de DJ des années 80 de Fred. J'aime beaucoup ça. C'est quand même... Oh oui! Oh oui. Bon, écoutez, c'est toujours un plaisir. On continue avec une émission haute en couleur aujourd'hui pour tout savoir, tout lire, pour revisiter les segments depuis ce matin, depuis le début de la saison même ou tout au long de l'émission. Téléchargez l'application Cube ou visitez lecube.ca.